vous aimez ceci. Moi, je peux confirmer aussi. J'ai payé à 2700 €. En métropole. En métropole. Et quand je suis venu ici à Métropole il y a à peine 1 an, je regardais le même kilomètre, même véhicule, même marque. Il est à 5 000 € occasion. Ou plutôt ça. Et vous êtes capable d'assurer ce service à la rentrée? Moi, je te le dis. D'assurer le service pendant la rentrée. Écoute, mon ami, moi je te le dis et je l'avais dit, je le répète. Il n'y aura pas de problème. Vous aimez échanger? Confrontez vos idées, alors n'attendez plus. Devenez l'invité de votre forum Parano tous les soirs dès 20h du lundi au vendredi avec Sandati sur la première. Sans oublier la participation des auditeurs. Parano, yufandar nganareu, basavia mal. Allo, tikazana. Parano avec Sandati. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Dofir, mon coéquipier ce soir. Comment ça va, Dofir? Voilà, en pleine forme, nous sommes à votre service dans ce forum Parano, l'émission qui parle de vous, mais toujours avec vous. Que vous soyez ici à Mayotte, dans la région et pourquoi pas toute la diaspora mahoraise à La Réunion, en métropole et ailleurs qui nous suivent via lapremière.fr. Sachez que Mayotte Première fait partie des radios les plus écoutées sur le net et cela, c'est grâce à vous bien sûr. Ce soir, nous accueillons un cabinet de conseil en management et en organisation. Ils accompagnent depuis 5 ans déjà nos entreprises, aussi bien privées que publiques, les collectivités territoriales à s'adapter aux différents changements qui peuvent intervenir dans notre environnement. Ils les aident également aussi à se transformer, aussi à pérenniser leurs actions. On le disait tout à l'heure, que ce soit par rapport au développement durable, aussi bien en métropole, dans l'océan Indien. Et chaque année aussi, ils mettent en place le baromètre déchets. D'ailleurs, c'est la 5e édition cette année qui a déjà démarré. Anne-Constance Onguena, la directrice du cabinet Incidence, est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'accueillir une nouvelle fois. Voilà, c'est un réel plaisir. Avec vous, évidemment, nous parlerons de ces 5 ans à nos côtés, mais aussi le baromètre qui a déjà démarré, auquel les Mahorais sont invités à les donner leurs avis. Vous pouvez également, depuis chez vous, intervenir ici en direct en appelant le 60 01 01, comme vous avez l'habitude de le faire. Vos SMS, pour ceux qui ne préfèrent pas passer à la radio, c'est possible en nous envoyant vos textos au 69 67 67. Et puis à ceux qui sont connectés désormais, ils savent qu'ils peuvent envoyer leurs avis, leurs réactions avec le hashtag Mparano. Et oui, Dofir et moi, nous ferons en sorte que vos avis, vos interrogations, nous les partageons avec les auditeurs, mais aussi avec notre invité de ce soir. Rimwezini, rabuzi wa marlahiki ukoro leo siku muhimu mwami na Dofir mjorongo lohule wae rataya rwasumlaiki nvani mihono mili ukoro leo urtola guatsama betitu mnarjue tomba mjenotra mlahiki van bibi Anne-Constance Onguena wede domana wa cabinet Incidence ikamba ina mahamitano rangu cabinet ni fanyo hazi hun maure betitu yo fanya hazi rangu faransani harmoi bahari ya hindi kula wako saidia zinyumba za hazibole rangu privé ata public rumwambiani rangu za nafsia ata za serikali nekawata hifadhi ulanga watafanya hazina mnajeje mfano kula mwaha wofanya namna wote nziani utundu zitiale ya utunda eba maore surahara kinyume isu engedzehana tama basi mwahaunu inde mara ya 5 wao awaya rambia zovana mbamaza ibarometrini yani utunduzuni maza 107 ni rongwa vanu atoreleza na mnajeje mtatofanya watatwe fikira zahe almuradir tomlindrani harmwanzia za direct sitini kavu moja handia za SMS au handia za Twitter nekamtia hashtag Mparano rutofanya namna ata rikie matarajio yenu ritoe na sikira zanyu atazijue. Kabla son para kamura hafwe, justement on parle de propreté et c'est Viking de la Pator. Vous connaissez un peu Viking? Non, je ne connais pas Viking. C'est un groupe légendaire de Mayotte. Il faut désolée. Absolument connaître et il nous parle de propreté. On revient dans un instant. Ok.
Le groupe Viking de l'Abattoir, retenez bien ce titre qui nous avait dansé d'ailleurs, toute une génération et qui continue d'ailleurs à chaque fois qu'on l'entend, on s'en lasse pas de l'écouter, de danser. Urahafu, propriété comprenez en maoré. Zemkwezanaro jabin fidi tandegmet première halinti karibu an fandaranganareu karakula haling atskayum kumasi eringyandra vovou halinti banda nampihomba marandreng tsara halinti atskayumbu ikurandri kabine kaindro incidence bibi an constant ongena izi ietu nyanti izi rodomana n kabine yu atskambo hemba kabine yu fahela mauretu famisi mokadimi eba hasandro inu kula mwaka romautani fikiratika iny eba zia landreo andesindro ndiki mande mavuna au manakori raha ro jamboretsika haligny ty maiza tomba zay miambignanareo neka directi neka SMS au tuteur zay fatayary miambignanareo karaha modèle henareo kula haligny. Alors j'ai rappelé un peu les missions de votre cabinet. Pour rappel quand même, ça œuvre un peu depuis la métropole jusque dans l'océan Indien. Oui, effectivement, on a deux bureaux, un bureau installé à Paris, dans le 19e arrondissement, et un bureau installé ici, à Mayotte, à Mamoudzou. Donc notre équipe, qu'elle soit à temps complet à Mayotte ou à temps complet à Paris, fait des allers-retours pour servir au mieux les intérêts de nos clients en fonction de leurs besoins. Et les problématiques changent qu'on soit à Paris, à Mayotte, par exemple? Oui, les problématiques changent parce que à Mayotte, quand on œuvre au service d'une entreprise ou au service d'une collectivité, on voit assez rapidement les résultats de ce que l'on fait, que les résultats soient positifs ou que les résultats soient négatifs. Il y a un lien très court finalement entre le conseil et la réalité, la pratique, l'opérationnel. En métropole, on
est beaucoup plus éloigné des préoccupations de terrain que nous avons ici à Mayotte. Exactement, oui. On a déjà passé ce cap. Non, enfin, pas forcément, parce que les collectivités en métropole ont aussi des problèmes de collecte, ont aussi des problèmes de dépôts sauvages qu'ils n'arrivent pas à enlever. Mais c'est beaucoup plus difficile pour un cabinet comme le nôtre et pour une équipe comme la nôtre d'être sur le terrain aux côtés des agents qui pratiquent la collecte en métropole, alors qu'ici on est au quotidien aux côtés des agents communaux, aux côtés des agents des intercommunalités pour travailler avec elles sur leurs problèmes opérationnels quotidiens en matière de propreté, j'entends. Alors, 5 ans déjà à nos côtés, 6 ans, mais 5 ans que ce baromètre existe. Oui. En 6 ans de présence à Mayotte, qu'est-ce que ça révèle pour vous, Anne-Constance Onguena? Alors déjà, quelque chose de très personnel, c'est que j'adore Mayotte et que j'espère dans 6 ans pouvoir encore être là, avoir encore la chance d'être là pour vous dire que je suis toujours très heureuse d'être ici. Ça, c'est déjà la première chose. Et puis, en 6 ans, quand je regarde derrière moi, avec mon équipe, on est assez fiers d'avoir pu participer à de très beaux projets pour le territoire de Mayotte et qui servent tous les jours aux habitants. Et ça, c'est une grande fierté que j'ai et que chaque membre de mon équipe a quand il regarde ce qu'il fait ou ce qu'il a pu faire tous les jours depuis quelques années. Alors ici, quand on parle des choses favorables, les gens ont tendance à demander des exemples qui les marquent, ouais. qui puissent s'identifier à ces projets-là. Et de quel projet vous parlez là? Par exemple, la mise en place du CIDEVAM 976, on a quand même beaucoup œuvré depuis 2013 pour permettre à ce syndicat unique de voir le jour. Un syndicat qui maintenant est doté de moyens, de compétences, de savoir-faire. Au départ, il y a quelques années, c'était 4 syndicats en très grande difficulté financière qui peinaient à réaliser les missions quotidiennes. Aujourd'hui, le CIDEVAM existe et même si on peut toujours dire on peut faire mieux, c'est quand même un syndicat intercommunal puissant et opérationnel. Alors, les décharges, par exemple, il y a quelques années, il y avait des décharges sauvages qui étaient un peu la honte pour Mayotte, qui aujourd'hui n'existent plus. Il y a des quais de transfert, un en petite terre, en grande terre également. Il y a un centre d'enfouissement qui est aux normes européennes et qui est tout à fait correct. Donc voilà, c'est deux petits exemples de choses qu'on a pu faire. Et puis on travaille aussi avec de nombreuses collectivités. Et alors c'est vrai que les élus dans ces communes-là sont très impliqués et très volontaires, mais quand on est arrivé au moment où ces élus ont gagné les élections, les communes n'étaient pas forcément très propres, et avec maintenant 3 ans de recul à mi-mandat, la commune est propre. Je pense notamment à la commune de Sada. Donc oui, on a tous un petit peu de fierté, chacun d'entre nous, de pouvoir se dire on a contribué à notre manière à faire ça. Alors, je vais vous donner déjà le ton et donner ici via SMS. Vous le savez, les auditeurs ne manquent pas de se manifester. Habachia nous dit oui, même si aujourd'hui on parle de Sada comme un exemple, ça reste une commune dans 17 communes. Il en reste encore 16 communes auxquelles il y a cette problématique des déchets. Et en croire ce que quand vous parlez, Habachia se dit mais est-ce que c'est elle qui est un peu perdue? Elle dit, puisqu'à chaque fois que le baromètre sort, c'est toujours des mauvaises notes. Donc on peut pas s'en réjouir pour l'instant. Alors oui, votre auditrice a tout à fait raison. Les notes ne sont pas bonnes, mais je pense que ce serait un mensonge de dire que Mayotte est propre. Donc je pense qu'il y aura des bonnes notes quand Mayotte sera propre. Mais vu la situation il y a quelques années et vu les progrès que l'on a accomplis, moi je dirais que les mauvaises notes, elles s'expliquent par beaucoup d'impatience des habitants de l'île, et puis un niveau d'exigence qui augmente au fur et à mesure que la propreté revient. Même si, je le sais très bien, il reste dans toutes les communes, on trouvera toujours des endroits où c'est vraiment très sale et où on peut montrer ces lieux-là comme des contre-exemples. Mais il y en a quand même beaucoup moins qu'avant.
Alors, autre message d'Ahmed. Ahmed veut revenir un peu sur vos missions quotidiennes au cabinet Incidence. Il a cru comprendre que vous influencez un peu les entreprises à adopter des bonnes méthodes en lien avec l'environnement. Mais comment est-ce qu'on peut... il pose la question suivante. Comment doit-on les voir au quotidien, puisqu'on a le sentiment que Mayotte de plus en plus s'enfonce dans les déchets? Alors, déjà, influencer, c'est un terme, moi, que j'aime pas bien. C'est-à-dire parce qu'influencer, c'est assez négatif. Oui. Les élus ou les décideurs sont responsables et prennent leurs décisions par eux-mêmes. Nous, on émet un avis technique qui permet ensuite aux décideurs de s'engager ou de ne pas s'engager. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'il peut voir au quotidien? Quels sont les gestes quotidiens? Qu'est-ce qu'on fait au quotidien? Là, récemment, on a signé avec la Chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte une charte de l'électricien éco-responsable. 175 artisans électriciens de l'île vont pouvoir bénéficier d'un accompagnement, d'une sensibilisation. Le premier atelier a lieu d'ailleurs jeudi prochain. Donc ça, ce sont des éléments très concrets et l'objectif, c'est de permettre à ces artisans qui sont aussi des producteurs de déchets de pouvoir mieux les gérer et de les faire converger vers les bonnes filières. En gros. Je pense pas qu'il manque de responsabilité, je pense qu'il manque d'informations pour bien faire. Et notre rôle, c'est de les aider à mieux se repérer dans les outils qui sont mis en place à Mayotte pour gérer les déchets, pour récupérer les déchets. On peut plus aujourd'hui accepter que des déchets électriques soient enfouis à Dzoumogné. Ils doivent converger vers la filière de traitement puisqu'ils sont recyclés et qu'ensuite ils servent à fabriquer d'autres matériels électriques, par exemple. Donc parmi les grandes avancées, mais côté puisque là c'est les citoyens qui parlent, Oui. Ils veulent voir du changement. Les notes n'ont pas cessé d'être mauvaises depuis que le baromètre existe. Oui. Aujourd'hui, quelle perspective nous demande Farida quand on a des élus ici à Mayotte qui disent oui, dans leur campagne ils disent oui, l'environnement, moi je vais faire ci, je vais faire ça. Une fois élus, ils ne font plus rien. Est-ce que le cabinet peut les inciter, les rappeler à l'ordre, par exemple? Est-ce que c'est vos missions ou pas? Non, nos missions, c'est pas de rappeler à l'ordre. On n'a pas de pouvoir de police. Ce sont d'ailleurs les maires qui ont le pouvoir de police et notamment police des déchets. Donc c'est pas nous qui allons les rappeler à l'ordre. En revanche, et c'est ce qu'on fait dès qu'on en a l'occasion, de pouvoir sensibiliser les élus aux enjeux à venir en termes de gestion des déchets. Vos auditeurs disent que les notes baissent, c'est vrai. Moi, il y a une note que je trouve vraiment embêtante, c'est de voir que l'année dernière, donc qui était la 4e édition, quand on a constaté que plus d'habitants disaient qu'ils ne trouvaient plus que la situation des déchets était en train de changer, ça c'est un problème parce que en parallèle, on a vu de mauvais comportements réapparaître comme le brûlage des déchets. Donc ça c'est un vrai souci. Il ne faut pas que les gens se lassent, il ne faut pas que les gens croient que les pouvoirs publics ne font pas le travail. Ils le font, les changements sont longs à être visibles, mais pour autant les missions se font et les pouvoirs publics sont plutôt responsables. Voilà, et nous allons accueillir notre premier auditeur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Je voulais intervenir à propos de l'émission. Oui. Vous appelez comment? Vous nous appelez d'où? On vous écoute. Moi, je m'appelle depuis Chiconi, je suis Abdou. Oui. J'aimerais savoir un petit peu, poser une question, parce que le problème à propos des déchets qui sont sur Mayotte, oui. Que les déchets sont partout, mais je trouve qu'il y a beaucoup des artisans quand même qui ont envie de ces déchets pour pouvoir valoriser les déchets sur place, les prendre et les réparer. Et que le problème aujourd'hui à Mayotte, nos amis nous disent que finalement, il y a l'écosystème qui est là, qui n'accepte pas qu'on puisse faire cela, et que eux ne peuvent pas récupérer les déchets à laquelle il y a des pièces manquantes. Oui. Donc, il y a des gens avant qui travaillaient là-dessus, ils prenaient 3 machines à laver pour en faire un, pour mieux diminuer le déchet. Alors qu'aujourd'hui, l'État même n'accepte pas que ces gens-là puissent travailler comme ça. Donc, moi, je voudrais savoir exactement, madame, comment voulez-vous éliminer les déchets? Ces gens-là, ils prennent des jeunes à laquelle ils les forment
pour qu'on puisse avoir plus de techniciens dans notre île. Parce que plus il y aura de techniciens de tous les côtés, on verra moins de déchets. Le problème aujourd'hui, c'est que quelqu'un qui a un problème de frigo, où est-ce qu'il va mener son frigo? Alors qu'il y a des gens qui sont là, récupérer ces déchets-là, en premier temps, pour les réparer, et aider les jeunes, surtout pour une formation, pour former des jeunes pour devenir des techniciens, alors que l'État, l'écosystème même n'accepte pas que ces artisans-là puissent faire ce métier à Mayotte. Donc, ma question aujourd'hui, madame, quelle sera la solution pour que toutes ces personnes, parce que moi je suis là depuis 2010, oui, et je connais des artisans qui ont fermé à cause de l'État, justement, parce que l'État n'accepte pas que ces gens-là puissent récupérer ces déchets-là pour travailler, pour les valoriser sur Mayotte. Alors que c'est la richesse de Mayotte, alors que là-dessus, il y a de l'économie circulaire. Bien sûr. De l'économie circulaire avec le truc de CCI, là, l'économie circulaire. Alors qu'en vrai, l'État n'accepte pas qu'à Mayotte, on puisse toucher les déchets parce que l'écosystème ne peut pas récupérer un déchet qui n'est pas complet. Au revoir, madame, merci. Merci à vous. Alors votre auditeur est très bien informé sur la gestion de ce qu'on appelle les D3E, c'est-à-dire les déchets électroniques et d'électroménagers. Donc par rapport à ce qu'il disait, je crois que la mise en place de l'économie sociale et solidaire depuis l'été dernier a changé considérablement la donne, et au contraire la volonté de l'État, puisqu'il faisait référence à l'État, la volonté de l'État, est d'accompagner des porteurs de projets à mettre en place justement des activités pour recycler les déchets. Comme il disait, on prend 3 lave-linges et puis on en fait un. Ça, ce sont des actions qui sont fortement encouragées aujourd'hui. D'accord, donc vous comprenez un peu son inquiétude. Moi, je comprends son inquiétude, mais depuis juillet de l'année dernière, depuis la mise en place à Mayotte de l'économie sociale et solidaire, il y a 2 fois par an un appel à projet qui est lancé par la préfecture et qui incite des porteurs de projets qui ont pour ambition de recycler des machines à laver, des réfrigérateurs, qui les incite à se constituer en association ou en entreprise de l'économie sociale et solidaire pour pouvoir aller au bout de leur volonté et de leur projet et de pouvoir en faire un métier. Alors on parlait de ces déchets, de ces lave-linges, de ces réfrigérateurs, c'est les D3E, c'est ce qu'on appelle du déchet dangereux, et le conseil départemental donc est responsable du plan de prévention et de gestion des déchets dangereux qui vient d'être rédigé, et à chaque page de ce rapport, et je le sais puisque c'est Incidence qui l'a écrit, à chaque page de ce rapport, le conseil départemental a insisté pour chaque filière, a insisté pour que des projets locaux, des porteurs de projets locaux puissent se constituer en entreprise et en association pour arriver à transformer une idée en une activité économique. Donc je pense que si certains de vos auditeurs ont envie de se lancer dans le recyclage, c'est le moment, c'est maintenant d'aller au bout de son idée, de son rêve, quelque part, de créer son activité, son emploi, son métier, c'est un peu un rêve. Donc c'est le moment ou jamais de le faire. Il faut le faire. Voilà, et Mayotte en a un grand besoin. Absolument. Alors, en parlant de ce baromètre des déchets qui a déjà démarré, 5e édition, cette 5e édition, j'imagine, a une connotation toute particulière. Bien sûr, parce que 5 ans, c'est un peu un anniversaire. Donc, on fait une édition classique, comme on fait d'habitude, avec nos 30 questions que l'on pose via notre site internet, incidence.fr, INSIDENS.fr. Donc vos auditeurs peuvent se connecter, répondre en français et en shimaoré, puisque le questionnaire est en bilingue, pour permettre à tout le monde de pouvoir donner répondre. Son avis. Exactement. Au mois de mai, on sera dans les 17 communes de Mayotte pour pouvoir également poser le questionnaire, mais cette fois en version papier, à des gens qui n'ont peut-être pas Internet, tout simplement. Oui. Et puis, comme c'est une année anniversaire,
avec nos partenaires, et on est très fiers d'avoir des partenaires fidèles d'année en année. L'ADEME nous suit, nous encourage, le CIDEVAM 976 le fait également, le conseil départemental. L'idée, c'est de reprendre les 5 bases de données et d'avoir une lecture transversale de ces 5 éditions pour pouvoir réellement et de manière très précise approfondir et en déduire des conclusions sur comment sensibiliser, comment informer les habitants de Mayotte à quoi faire de ces déchets, parce qu'on se rend vraiment compte en regardant les résultats chaque année que c'est un élément très manquant dans la grande chaîne de la gestion des déchets. Les gens ne savent pas trop comment faire avec les déchets. Les processus sont de plus en plus techniques, de plus en plus complexes. Collecter une poubelle, ça répond à des règles du jeu structurées. On dépose les déchets dans un endroit, pas dans un autre. Un camion qui prend de l'ordure ménagère ne peut pas prendre du déchet vert. C'est des processus très techniques. Mais en face, j'aimerais bien savoir, et vos auditeurs écoutent, donc ça serait intéressant qu'ils puissent vous appeler pour le dire, combien parmi les habitants de Mayotte savent qu'il y a des collectes séparées de déchets verts et de déchets encombrants. Pour la plupart, personne ne le sait, et on verra vos auditeurs qui ont envie d'appeler et de témoigner là-dessus. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde met son sac poubelle de sa maison avec son tas de déchets verts quand il a taillé ses arbres dans son jardin. Sauf qu'ils ne seront pas collectés en même temps. Et le but de la sensibilisation, c'est d'expliquer quand les collectes ont lieu pour que les habitants présentent à la collecte les bons déchets le bon jour. Et s'ils le savent pas, ils peuvent pas le faire. Justement, donc Farida revient. Comment savoir justement que c'est le moment de sortir tel ou tel déchet si on nous les communique pas, même si dans les communes rien n'est dit, on entend des fois le soir le camion passe, mais tu sais pas à quel moment. Donc c'est pas en gros de la faute du Maoré. Ah ben non, mais je sais pas Farida où elle habite. Si Farida habite à Mamoudzou, la collecte des déchets verts et des déchets encombrants, c'est cette semaine. Ce matin, enfin aujourd'hui et demain, c'est ce qu'on appelle le secteur 1, donc c'est plutôt les Hauts-Vallons, Kaweni. Demain, ça sera plutôt Mamoudzou, Cavani. Et puis vendredi et samedi, ce sera plutôt Msapéré et Vaïbé. Voilà, ça c'est pour Mamoudzou. Pour le reste du territoire, je crois que les collectes sont organisées également tous les 15 jours, mais je ne connais pas le planning dans toutes les communes. Mais je pense qu'en se rapprochant du CIDEVAM, l'information sera transmise sans difficulté. Voilà, un auditeur est déjà en ligne avec nous. Bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir tout le monde, bonsoir tous les Maoris. Oui. Moi, j'ai du mal à comprendre parce que c'est vrai que madame dit que dans Mamoudzou ou Passonaïti ou dans le coin au Vallon, peut-être dans le coin, les gens savent que tel jour, on va ramasser tel déchet. Voilà. Mais sachez que, par exemple, dans des autres communes, comme par exemple dans le sud, chez nous à Ningou, nous, on a du mal à savoir exactement quel jour le camion va passer, parce qu'il n'y a pas de planning exactement, il n'y a pas des jours fixes ou des heures, telle heure le camion va passer, ou tel jour, mercredi, est-ce que c'est les jaunes, est-ce que c'est les déchets normaux, quoi. Donc on ne sait plus. Des fois, on garde le conteneur jusqu'à que juste on entend le camion, après on fait vite, on sort le conteneur, mais on ne sait pas exactement. Parce que j'ai remarqué quand j'étais à Métropole, il y a des jours qu'on sait que mercredi, par exemple, on sait que mercredi de telle heure, c'est le camion, c'est les poubelles jaunes qu'on va ramasser. Par exemple, lundi matin, ou voilà, on sait. Mais à Mayotte, il n'y a pas de planning fixe qu'on peut savoir. Donc, pour l'instant, je pense que quand même, c'est pas trop organisé, quoi. Donc, ma question, voilà, je sais pas, on va rester comme ça jusqu'à combien de temps vraiment à s'organiser, à savoir exactement combien, fait combien de temps, fait combien de tel jour ou telle heure, voilà, le camion va passer, parce qu'il y a des gens qui gardent le conteneur chez eux, plaignent, voilà, ils ne savent pas, voilà,
Est-ce que je dois sortir le conteneur? Est-ce que je dois le garder? Voilà. Ils attendent à la dernière minute. Et des fois, le camion passe, mais le conteneur, il est resté parce que, comme on ne sait pas, voilà. Donc, c'est vrai que c'est pas trop... Voilà. Merci en tout cas. Merci. Merci à vous, monsieur. Monsieur illustre parfaitement ce que je vous disais à l'instant. Quand les gens ne savent pas quel jour ils doivent présenter leurs déchets à la collecte, monsieur expliquait que lui le garde chez lui parce que c'est quelqu'un de responsable ou quelqu'un qui a un sens civique certain, mais il y en a qui font pas ça et qui sortent la poubelle, qui la laissent pendant 4 ou 5 jours au même endroit sans la ramasser et ça devient un dépôt sauvage. Donc le but vraiment du travail de cette année dans le cadre du baromètre pour les pouvoirs publics qui vont récupérer ensuite les résultats, c'est de vraiment pouvoir adapter avec les bons médias, avec les bonnes manières de faire passer les messages, d'adapter la communication et la sensibilisation. On a eu une première phase pour toutes ces structures d'organisation et de structuration. Je pense que cette étape maintenant, elle se termine. Il faut maintenant que le processus technique rencontre son utilisateur. On parle bien de service public. Oui. Donc le service public, c'est pour un public. Et il faut que ce public comprenne ce qu'on attend de lui. Quel jour ? À quelle heure, comment et quoi. Et l'objectif de la consolidation des 5 années de données pour l'ADEME, pour le CIDEVAM, c'est d'arriver à réellement comprendre comment être plus efficace et comment aller vers le public qui doit bénéficier de ce service public qui est mis en place. Alors, Siti nous dit, Madame, je suis très contente que vous soyez là. En tout cas, vous parlez vraiment clairement, on comprend, sauf que nous autres, surtout moi, Siti, j'habite à Cavani. Aujourd'hui, je suis déçue de voir que, au contraire, la propreté, on n'arrive pas à la mettre en place. J'ai le sentiment même que quand on donne nos avis, moi j'ai participé plusieurs fois à ces enquêtes, et je vous rassure, je vais sur le net, je donne mon avis, mais j'ai le sentiment que les communes, les municipalités ne prennent pas vraiment cette problématique à bras le corps parce qu'on ne voit pas les choses arriver. On peut pas être rassuré. Je prends un exemple tout simple. Nous dit Siti, c'est par exemple l'interdiction des sachets plastiques. Ça a été interdit depuis et pourtant on en voit partout. C'est vrai. Donc comment est-ce qu'on peut croire à ces avancées quand on voit le contraire sur le terrain? Elle a parfaitement raison. Les sacs en plastique sur les marchés pour emballer les fruits et les légumes, c'est un vrai problème. Mais moi par exemple, je fais mon marché, sûrement comme votre auditrice. La plupart du temps, j'y vais avec un panier ou j'y vais avec un sac que j'ai acheté dans un supermarché, là, les sacs un peu lourds, réutilisables, voilà. Et je demande aux bouiniers sur les marchés de pas réutiliser les sacs en plastique. Donc c'est ce que j'appellerais un geste éco-citoyen que j'essaye de pratiquer et j'invite un maximum de personnes à le faire. Alors donc elle habite Cavani, donc dans la commune de Mamoudzou. La mairie de Mamoudzou fait d'énormes efforts pour la propreté, mais c'est vrai qu'à Cavani, alors je sais pas où habite votre auditrice, mais il reste 2 ou 3 points de crispation qui sont difficiles à résoudre et pour autant la mairie cherche des solutions et cherche à travailler chaque jour, mais on se rend compte que c'est compliqué. On se rend compte aussi quelquefois que quelques entreprises ou quelques commerçants viennent abandonner leurs déchets sur un point de regroupement et que quand le camion doit ramasser les déchets, les sacs poubelles des habitants, ils ne sont pas équipés, les camions ne sont pas équipés pour prendre des déchets d'activité des entreprises. Voilà. Il y a aussi un point qui est très important, notamment à Cavani. Les gens partent travailler le matin, ils rentrent le soir, ils garent leur voiture pas toujours très très bien et le camion de collecte a du mal à passer. Alors s'il y a un message que j'aimerais faire passer ce soir à vos auditeurs, c'est de penser que les camions de collecte ils passent dans la soirée le plus souvent et que vous voyez la taille d'un camion de collecte.
Quand les voitures sont pas bien garées sur le côté droit et sur le côté gauche de la chaussée, le camion ne peut pas passer. Et si le camion ne peut pas passer, il ne peut pas collecter. Et on se rend compte que ce sont souvent les mêmes voitures, plusieurs jours d'affilée, qui empêchent la collecte. Et ça aussi, c'est un geste un peu éco-citoyen de se dire au moment où on rentre à la maison, est-ce que en garant ma voiture de la sorte, est-ce que le camion pourra passer pour collecter les déchets de ma rue? Et souvent, et surtout à Mamoudzou, les rues, quand elles ne sont pas collectées, quand les habitants se lèvent le matin et qu'ils voient leur rue pas collectée, c'est que le camion n'a pas pu accéder à la rue. Alors, autre question de Chamina. Chamina nous écoute, elle, plutôt de La Réunion. Elle dit, vous avez, madame, parlé tout à l'heure de 5e édition, si j'ai bien compris, de baromètre des déchets. Est-ce qu'il y a déjà, vous notez une prise de conscience des Mahorais? Est-ce qu'ils sont plutôt sensibles? Parce qu'au-delà de se lamenter et de donner des mauvaises notes, il faut aussi aller de l'avant. Est-ce que il y a une réelle prise de conscience des Mahorais quant aux difficultés, aux problématiques liées à l'environnement? Moi, je dirais oui, totalement. Quand les habitants de Mayotte savent ce que l'on attend d'eux, savent ce qu'ils doivent faire pour recycler ou jeter leurs déchets correctement, ils le font. Et je donnerai 2 exemples, un exemple pour les particuliers et un exemple pour les professionnels. On est responsable à Mayotte on représente à Mayotte l'éco-organisme en charge de la collecte des piles, par exemple. Donc là, ce sont les habitants qui ramènent les piles. Depuis qu'on travaille sur ce dossier, on a augmenté par 3 le volume de collecte de piles usagées. Corépile a lancé, et d'ailleurs il s'est terminé vendredi, donc on aura le lauréat bientôt, le concours national qui est déployé partout en France, donc à Mayotte également, dans les écoles, pour que les enfants ramènent leurs piles usagées dans l'école, mais également avec tout un travail de sensibilisation pour apprendre durablement aux enfants le geste de tri. Ça marche. C'est à chaque édition, c'est 900 kilos de piles qui sont collectées. L'année dernière, Soma Press avait encadré le dispositif. Cette année, Corépile a généré le concours national. Ça marche. Pour les professionnels, par exemple, un autre exemple, je parlais tout à l'heure de la signature de la charte de l'électricien éco-responsable. On a déjà sur des groupements d'électriciens, d'artisans électriciens dans le sud, un espèce de groupement qui se met en place avec un électricien artisan qui sera le repreneur pour les artisans de la commune. C'est-à-dire que les déchets électriques dans cette commune-là n'iront plus à la poubelle, mais iront vers celui qui a accepté d'être le point central de dépose. Donc je dirais que ça, ce sont des gestes très encourageants et il faut maintenir en tension cette sensibilisation pour que ça se démultiplie et que plus en plus de gens puissent s'investir en fonction de leurs moyens, en fonction de leurs envies, sur le recyclage et la gestion des déchets. Voilà, Murtado nous a rejoint, Abdourakib depuis Mtsapéré, c'est bien ça, hein? Oui, c'est bien ça. Oui, bonsoir, monsieur Murtado. Bonsoir, Sandati. Bonsoir, l'invité, là. Bonsoir, monsieur. Oui, je voudrais juste rebondir sur ce que vous avez dit, là. Parce que je suis sur place, j'assiste à des trucs. Oui, vous avez l'heure qui est là, on a fini de vendre les mramas, on a fini de vendre les maïs. Les maïs. Et tout ça. Et puis après, quand on a vu, quand on voit que normalement les réchauds, on les balance sur là où il y a de l'eau sur la place, là, et puis qu'il y a des trucs comme ça. Donc, c'est ça. Je voulais rebondir pour dire que normalement, il faut que la mairie fasse bien quelque chose là-dessus. Parce que ça commence à bien faire, ce truc-là. C'est-à-dire, ces gens-là, quand ils ont fini, non, il y a le caniveau à côté, il y a un peu d'eau, on balance le reste du charbon. Le reste du truc là-dessus. Sur la route, il y a un peu d'eau, on balance, et c'est ça. Donc, il faut peut-être que la commune fasse quelque chose à ce truc-là. C'est-à-dire, c'est pas éviter ça, mais arrêter complètement ces trucs-là, parce qu'on ne peut pas passer autrement. Si ces gens-là travaillent dans ces trucs-là, une fois qu'ils ont fini, ils prennent leurs produits, mais le reste,
c'est pas leur affaire. Moi, je pense que c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut voir, qu'on sensibilise les mairies, qu'ils fassent au moins ce truc-là. De temps en temps, qu'ils passent voir ce genre de truc, parce que non, c'est insupportable. Si les mairies n'ont pas la possibilité, nous on est là, on voit, on a la possibilité, il y a des plans, on voit quand je fais le tour de Tsunzu à Mamoudzou, parce que Kaweni je connais pas, comment Vaïbé je connais pas, mais je vois normalement ce qui se passe là. J'ai fait un programme pour ça, pour que la mairie puisse voir on peut remédier à ce genre de truc-là. Mais si l'association qui est là peut faire, normalement, non, moi je suis prêt et je peux leur montrer ce que j'ai préparé pour ça. D'accord, c'est un cabinet plutôt qui s'appelle Incidence. Ouais. Non, mais même ce cabinet-là, moi je peux leur montrer le travail que j'ai fait dans ce sens. D'accord. Bonne soirée, merci beaucoup. Mais merci monsieur, nous on est très volontaires pour voir le travail que vous avez préparé par rapport à la situation que vous décrivez et qui est bien exacte effectivement. Moi plutôt que de dire qu'est-ce que la mairie fait, j'aurais plutôt envie de dire mais pourquoi est-ce que ces personnes abandonnent leurs déchets au milieu de la rue après avoir vendu ou commercialisé ou cuit leur maïs. Le vrai problème il est là, la mairie elle peut pas tout, la personne elle peut pas être derrière chaque citoyen. Donc si les habitants eux-mêmes salissent les rues, la mairie pourra jamais rendre propre la commune. C'est aux gens qui salissent de se responsabiliser et de se poser la question de est-ce que finalement quand je laisse mes feuilles sur place, quand je renverse mon charbon là au milieu de la place, est-ce que c'est pas moi qui nuit à la propreté de mon propre environnement? Parce que le lendemain souvent ils reviennent au même endroit. Au même endroit exactement. Donc est-ce que c'est à la mairie de faire ça? Est-ce que c'est pas aux gens de se responsabiliser et de laisser l'endroit propre quand ils partent comme quand ils l'ont trouvé le matin? Alors, Pascal nous a adressé son texto, il dit Madame, oui, on a parlé de tous les déchets, mais qu'en est-il des déchets hospitaliers? À un moment donné, c'était très inquiétant. Est-ce qu'on est loin de cette inquiétude aujourd'hui? On peut se rassurer de savoir que parmi les déchets qui sont bien encadrés, ceux du centre hospitalier aussi? Alors, quand on a fait les travaux du plan de prévention et de gestion des déchets dangereux l'année dernière, évidemment, les déchets hospitaliers en faisaient partie. Et je crois que ça n'est pas réellement un vrai sujet d'inquiétude aujourd'hui. Un marché existe, un four existe, ils sont incinérés pour ceux qui doivent l'être, ils le sont localement. Et les autres sont envoyés, ceux qui sont plus dangereux, sont envoyés à la Réunion pour traitement. Donc je ne crois pas aujourd'hui que Mayotte court le plus gros risque environnemental avec les déchets de soins infectieux. Je pense que dans le quotidien, il y a beaucoup plus de déchets qu'on manipule tous les jours et qui font courir à la santé, qui font courir à l'environnement un plus grand risque. Par exemple, le brûlage des déchets verts dans le jardin. Celui même qui brûle ces déchets inhale des particules fines, les mêmes que celles du gasoil qui échappent des voitures, et ça nuit à sa santé, à sa respiration. Par ailleurs, les gaz qui s'échappent du brûlage de ces déchets contribuent au réchauffement climatique. Alors vous pourriez me dire oh oui, mais le réchauffement climatique, nous à Mayotte, on s'en fout. Bon, il pleut de moins en moins, il y a de plus en plus de déforestation, le lagon, le corail dans le lagon est de plus en plus blanc. Je crois que l'action des citoyens joue également là-dedans. Donc il y a beaucoup de responsabilisation et de prise de conscience individuelle sur les conséquences de ces actes dans le quotidien. Et je pense notamment au brûlage des déchets. Nouriati se demande pourquoi alors, comme les
Mahorais ne savent pas et que vous êtes convaincus aujourd'hui que beaucoup ne savent pas comment traiter leurs déchets ni à quel endroit, pourquoi il n'y a pas autant de sensibilisation puisque ça reste une grosse problématique ici à Mayotte et pourquoi on attend juste au moment où il n'y a que le baromètre? C'est juste, votre auditrice a raison, c'est justement pour ça que cet outil existe, pour pouvoir mettre en place, pour pouvoir aider les pouvoirs publics responsables à mettre en place les campagnes de sensibilisation intéressantes et utiles. Le CIDEVAM et l'ADEME vont lancer un réseau de 8 déchetteries à l'échelle de Mayotte. Il faut savoir comment, quels outils, quel canal de communication est le plus pertinent, comment faire passer le message pour expliquer aux habitants comment utiliser une déchetterie. C'est des choses qui sont vraiment importantes et les pouvoirs publics en ont conscience puisque on va travailler de manière encore plus approfondie sur cette 5e édition pour pouvoir construire ces programmes de sensibilisation de manière la plus utile à Mayotte possible. Dans quelques questions, nous demande Nouriati peut-être du baromètre. Alors des questions traditionnelles qui sont celles qu'on retrouve depuis 5 ans maintenant, c'est que pensez-vous de la gestion des déchets, que pensez-vous de la localisation de vos contenants, à la fois pour les ordures ménagères mais aussi pour les déchets qui sont valorisables et qu'on doit déposer dans des contenants spécifiques. C'est connaissez-vous d'ailleurs ces filières de collecte séparées, de manière à voir comment les messages sont déjà inscrits dans la population et puis ensuite c'est de recenser un petit peu qui pratique le geste de tri, pourquoi, comment, à quelle fréquence, comment les gens aiment être informés, est-ce qu'ils se sentent informés ou pas, et quand ils entendent parler de la gestion des déchets, c'est comment, par quelle voie, par quel canal, et qu'est-ce qui est simple comme message versus qu'est-ce qui est trop complexe et qui va pas, qu'on comprend pas. C'est vraiment des questions très très opérationnelles qui permettent derrière de dire sur ce flux de déchets là, personne ne sait rien, donc n'attendez pas qu'il y ait un geste de tri qui soit pratiqué, ou au contraire, c'est de dire l'année dernière, il y a eu par exemple une campagne de sensibilisation sur tel déchet, les habitants ont bien compris, d'ailleurs on le voit dans le baromètre et on le voit dans les résultats techniques de collecte, ou bien il y a eu une campagne, les gens n'ont rien compris, et d'ailleurs ça se voit dans les résultats de collecte, donc il faut changer de message. C'est ça l'utilité du baromètre, c'est très technique en fait. Si vous venez tout juste de prendre l'écoute, soyez les bienvenus dans ce forum Parano. Ce soir, il est question de... nous sommes avec le cabinet Incidence qui nous prépare le baromètre déchets qui a déjà d'ailleurs démarré, auquel nous sommes amenés à les donner notre avis sur incidence.fr, c'est bien ça? Exactement. Voilà, donc une série de questionnaires qu'il faut à tout prix répondre pour qu'on puisse donner des directives à nos entreprises publiques, aussi bien privées. Fayad vous demande, Madame Ongena, Fayad demande, est-ce que en même temps, si chaque fois, pourquoi on ne change pas les questions? Est-il important de garder toujours les mêmes questions? Oui, parce que si on mesure l'évolution, donc on ne peut mesurer l'évolution que si on pose les mêmes questions. Quand on demande est-ce que vous trouvez vos contenants en bon état, propres et bien placés, il faut que d'année en année on pose la même question pour mesurer l'évolution. Si par exemple en 2013 et année de la première édition du baromètre, les gens disaient par exemple que les trios étaient beaux et propres, en 2015 ils le disent plus. C'est ça qui est important. C'est de mesurer l'évolution. C'est comment est-ce que la perception des habitants évolue pour pouvoir adapter en permanence le travail qui est fait. Quand on nous dit pour tel ou tel déchet, mais on ne sait pas trouver les contenants pour déposer nos déchets, c'est pas les habitants qui ont tort, c'est l'exploitant du flux qui a tort. Si on ne sait pas trouver les contenants, c'est qu'il a soit pas su les positionner au bon endroit, soit qu'il a pas su faire passer le bon message. Et il doit le savoir. Parce que si il n'adapte pas son processus ou sa communication, on retrouvera les déchets dans la poubelle et on mettra à Zoumonier des déchets inutiles qui pourraient être valorisés et donc être utiles pour la préservation de notre planète. Donc c'est très important de garder les mêmes questions pendant plusieurs années.
Absolument, c'est très important. Puis, si pour les auditeurs qui répondent chaque année, il y a des questions qui évoluent. Tout à l'heure, l'un de vos auditeurs nous a questionné sur la réparation des lave-linges et des réfrigérateurs. Toute cette logique du recyclage, c'était des questions qu'on ne posait pas en 2013. Depuis 2015, on les pose parce que la société est en train d'évoluer, la société mahoraise est en train d'évoluer. En 2013, c'était même pas un sujet. Le sujet, c'était de les collecter. Maintenant, on commence à se poser la question de la réparation, de la valorisation. Donc on a aussi des questions nouvelles qui apparaissent pour s'adapter à l'évolution de la société et des manières de vivre. Donc, Ali se demande, est-ce que les Mahorais, alors, en attribuant ces mauvaises notes, est-ce qu'ils sont trop exigeants? Ils veulent voir le changement rapidement? Ils sont impatients? Comment vous les qualifiez? Alors moi je les qualifie pas, je les écoute. C'est important. J'ai pas. Je suis quelquefois triste parce que quelquefois je vois des notes sur ce que je fais aussi qui est pas toujours très bon. Donc je me remets moi-même en question. Donc j'ai pas de jugement. J'écoute, je constate. Si les messages sont pas clairs, c'est les habitants qui ont raison de dire que c'est pas clair. Donc déjà ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, les mauvaises notes, c'est pas forcément que les choses n'évoluent pas. C'est qu'effectivement le niveau d'exigence, le niveau d'attente augmente d'année en année et ça c'est une très bonne chose. Plus les gens sont exigeants, plus les gens sont concernés, ça veut dire que plus ils sont prêts à pratiquer le geste de tri et à recycler leurs déchets. Donc même si les notes sont pas bonnes et qu'on pourrait se dire ah là, c'est super triste, moi je dirais plutôt que c'est au contraire très encourageant parce que le jour où les pouvoirs publics seront prêts à passer en troisième, pour prendre une analogie de la conduite, dès qu'ils seront prêts à aller plus loin dans la manière dont ils s'organisent, eh bien ça marchera, ils rencontreront l'adhésion des habitants, c'est encourageant au contraire. Et justement, est-ce que les Mahorais sont tellement impatients, ils sont à la hauteur des enjeux, puisqu'ils comprennent véritablement les enjeux de cette propriété quand on... Ah bah oui, ils comprennent les enjeux et puis je pense là que les habitants malheureusement du Sud qui sont privés d'eau régulièrement comprennent encore mieux le lien entre déchets, eau et santé et donc toutes ces communes du Sud, quand l'eau sera revenue et qui pourront à nouveau penser à autre chose qu'à comment faire pour avoir de l'eau, je pense qu'ils seront moteurs sur la propreté, la salubrité, parce que le lien entre maladies, déchets et eau non potable, eux maintenant ils ont fait le lien, plus que n'importe où ailleurs à Mayotte. Et pour Sarah, puisqu'on a pas mal de questions via SMS, Sarah se demande, on a beaucoup parlé du citoyen, de ses inquiétudes, de comment ses exigences, mais qu'en est-il de nos élus quand cette enquête sort, par exemple? Qu'est-ce que quelles sont leurs réactions? Ils sont plutôt déçus, plutôt courageux. Ils voient que l'habitant a envie il demande mieux. Quelles sont leurs réactions une fois que vous avez les résultats de l'enquête? Alors pour les élus, alors déjà on transmet à tous les élus de Mayotte le résultat du baromètre. Maintenant, j'ai vraiment pas la prétention de dire que je discute avec tous les élus de Mayotte. Néanmoins, pour ceux avec lesquels j'ai la chance d'échanger, je dirais que par rapport à il y a quelques années, les élus sont très très conscients des enjeux, sont très très conscients des difficultés et je les trouve considérablement impliqués dans la propreté urbaine, dans la gestion des points un peu de crispation dans leur commune. Donc je crois pas du tout qu'on soit comme dans les années passées avec des élus irresponsables ou pas concernés. Au contraire, on a des gens qui sont au travail, au quotidien sur les sujets, qui forment leurs équipes, qui encouragent leurs équipes et qui accompagnent le travail du CIDEVAM pour les communes qui sont concernées par une collecte du CIDEVAM, évidemment.
qui accompagne les agents du CIDEVAM dans le travail quotidien. Vous avez vu récemment Dembéni qui a pris des initiatives fortes sur la gestion des véhicules abandonnés. Vous avez vu la commune de Sada également qui a mis en place tout un processus de verbalisation. Vous avez vu également la commune de Ouangani qui a débarrassé tous les détroiseux, donc les déchets électroménagers qui endommageaient une zone humide. Les actions coup de poing comme ça ont lieu, certes, mais après ça revient. Ah bah oui, ça revient, mais si ces actions coup de poing n'avaient pas lieu, on serait dans une décharge, enfin tout Mayotte serait une décharge immense. Donc c'est très important qu'il y ait ces opérations coup de poing. Enfin moi ça fait 6 ans que je suis à Mayotte. Il y a 5 ans, il n'y avait pas d'opération coup de poing, hein. Il y avait des opérations coup de poing quand l'ADEME ou la préfecture décidait qu'il devait y en avoir une. Aujourd'hui, les opérations coup de poing, elles sont souvent à l'initiative des collectivités. Quand Ouangani va ramasser tous les détroiseux dans une zone humide, avec une insistance, il faut le faire et il faut le faire maintenant. Ils le font pourquoi ? Pour protéger l'environnement et éviter les pollutions de l'eau. Donc c'est le signe d'une grande responsabilité environnementale. Ça ne veut pas dire que le problème est réglé pour toute la vie. Oui. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience, qu'il y a des difficultés. Gérer une commune, c'est un jour c'est facile, le lendemain c'est difficile, les problèmes sont récurrents et reviennent, mais ça démontre que ces communes-là se prennent en main et font le travail. Alors, un auditeur nous dit, n'avez-vous pas le sentiment qu'on manque cruellement d'ambition, qui serait bénéfique pour tout le monde de créer des filières de recyclage pour valoriser nos déchets et les réutiliser pour d'autres réalisations? Oui. Bien sûr, mais j'invite d'ailleurs toutes les personnes à se rapprocher du site internet du FSE Mayotte pour regarder les appels à projets et prendre des rendez-vous au SGAR avec les porteurs de projets pour discuter, pour échanger et pour monter leur propre projet pour que ça devienne une activité. Bien sûr qu'il faut le faire. Votre auditeur témoignait tout à l'heure de personnes qui étaient porteurs de projets en matière de réparation de l'électroménager. Il faut aller au bout de la logique. Il faut créer son activité. Il faut le faire. Mais c'est pas les pouvoirs publics qui vont prendre les porteurs de projets par la main pour les accompagner. C'est aux porteurs de projets d'aller frapper. Exactement. L'un de vos auditeurs aussi parlait de la CCI qui accompagnait les entreprises à se constituer. Mais effectivement, c'est leur mission, c'est leur job et ils attendent les porteurs de projets justement. Voilà, et puis oui, pas mal de SMS, mais également des tweets aussi avec le hashtag Mparano. On ne manquera pas de vous les communiquer dans un instant. Message de Shakila, parce que c'est une très très bonne chose. Sauf que vous, en tant que professionnel, est-ce que vous attendez à quoi, à quelle échéance? Est-ce que vous prévoyez que cela puisse se remettre en place? Par exemple, donnez-nous l'expérience de Paris, par exemple, la métropole. Ça s'est fait en combien de temps? Est-ce que doit-on être beaucoup plus patient et peut-être attendre un peu avant de mettre des mauvaises notes à chaque fois? Comment est-ce qu'on doit prendre cette problématique? Alors déjà non, il faut pas être patient, il faut être très exigeant et il faut dire je veux plus en permanence. Ça c'est en tout cas moi je le crois et c'est comme ça que je fonctionne. Donc moi je suis pas hyper contente qu'il y ait des mauvaises notes, mais en tout cas c'est le témoignage d'une envie et d'une motivation et ça c'est la clé pour changer. En tant que tel. Bien sûr. Et puis c'est la clé pour changer. Ensuite derrière si on prend un exemple, celui du geste de tri des emballages ménagers dans la cuisine des métropolitains, puisque votre auditrice demandait à ce qu'on compare avec la métropole. Puisque vous avez la chance de travailler là-bas sur les deux territoires. Éco-emballage dit qu'il a fallu, en partant de rien, en partant de quelque chose de tout nouveau, Éco-emballage dit qu'il a fallu 20 ans
de communication intense et de sensibilisation pour ancrer le geste de tri. C'est-à-dire que pour que des habitants, des enfants souvent, et puis des plus âgés, moi j'étais un peu comme ça quand je suis arrivée à Mayotte, on pense que on peut pas mettre dans la poubelle, par exemple, une bouteille en verre, pour que ce soit ancré en nous, par exemple. 20 ans il aura fallu. Moi quand je suis arrivée à Mayotte au début, mettre un vieux magazine, une feuille de papier dans la poubelle, c'était viscéralement extrêmement difficile. Maintenant, je le fais parce que je n'ai pas d'autre choix. Mais au début, je faisais des petits tas à côté de la poubelle parce que j'arrivais pas à le mettre à l'intérieur. Quand on voit que le tri sélectif s'est mis en place à Mayotte depuis 2013 simplement, et que le baromètre des déchets dit que plus d'un Mahorais sur 2 ou plus qu'un habitant de Mayotte sur 2 pratique le geste de tri, on se rend compte que Mayotte va beaucoup plus vite et bénéficie déjà d'un retour d'expérience beaucoup plus rapide que ce qui a pu se passer en métropole. Donc non, il faut pas être patient. Oui, il faut être ambitieux et oui, Mayotte va y arriver. En combien de temps? J'ai pas de boule de cristal, je suis pas devin, mais je vois que en l'échelle de 6 ans, les choses ont déjà tellement changé. Alors pas assez vite, il y a encore des dépôts sauvages, c'est vrai, il y a encore des tas de trucs tout sales qu'on voit de temps à autre à l'angle de 2 rues et quand on le regarde, on n'est pas très fier. On voit encore trop souvent des voitures toutes cassées dans la forêt abandonnées et ça, on n'en est pas très fier, mais il y en a quand même beaucoup moins qu'avant. Alors, Zaïdou disait qu'il fut un temps, il y a 10 ans, 15 ans en arrière, il n'y avait pas autant de déchets. Les villages un peu éloignés de Mamoudzou étaient un peu épargnés. Oui. Est-ce que le baromètre le prouve toujours maintenant ou c'est fini? Nous sommes tous impactés par ces déchets, qu'on soit à Kanikeli, qu'on soit à Kombani ou qu'on soit à Mamoudzou? C'est pareil? C'est pareil partout. Tout le monde, d'ailleurs, vit les choses avec difficulté. D'ailleurs, vous preniez l'exemple de Kanikeli, c'est, je crois, l'année dernière, au dire d'Éco-Emballage, la commune qui était la plus performante en termes de tri sélectif par habitant. Donc, vous voyez, on n'est pas obligé d'être à Mamoudzou pour être performant et pour avoir une responsabilité environnementale avancée. Ensuite, ce geste de tri, voilà, il faut le pratiquer au quotidien et les choses se mettent en place. Les trios sont quand même faciles à trouver, il y en a un peu partout. Les bacs pour recycler les ampoules, les piles se trouvent. Le 1 pour 1 dans les entreprises, quand on rachète un lave-linge, je le rappelle, un réfrigérateur ou autre, je le rappelle à vos auditeurs, le commerçant est obligé de reprendre le lave-linge. Veut pas, parce qu'on avait déjà eu la question ici. Eh bien, moi, j'ai une petite technique déjà utilisée par certains habitants de Mayotte. Donc, c'est de dire, écoute, c'est simple. Si tu me reprends pas mon vieux lave-linge, je vais aller dans un autre magasin pour acheter un lave-linge neuf. Et souvent, ça les aide à reprendre le lave-linge. Je suis certaine que je ne me fais pas que des amis en disant ça à l'instant, mais il faut. À un moment donné, pousser. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut pousser. Il faut pousser les entreprises quand elles sont un peu récalcitrantes. Il faut les pousser à reprendre les lave-linges et à reprendre les frigos, les congélateurs et tout l'électroménager défectueux. Quand on parle aussi de propreté ici à Mayotte, en Constance Nguena, beaucoup pensent qu'on n'arrivera pas à une propreté optimale si jamais il n'y a pas de répression. Je suis un petit peu d'accord. C'est pour ça que certaines communes ont commencé à prendre des arrêtés pour pouvoir verbaliser et des procès-verbaux commencent à être dressés pour les habitants qui auraient des comportements non civiques et non responsables de l'environnement. Donc oui, ça va fortement accompagner le respect de l'environnement et de la propreté urbaine. C'était évident. Mais la répression peut pas se faire sans prévention. On peut pas. On n'a pas suffisamment prévenu les gens là. Maintenant c'est bon. Maintenant, ça fait. Quand moi je suis arrivée il y a 6 ans à Mayotte, la police municipale ça existait pas. Ça fait combien d'années? 3 ans maintenant qu'il y a des policiers municipaux, donc on pouvait pas mettre des procès-verbaux quand il y avait pas de gens pour les mettre. Maintenant les policiers municipaux sont là. Il y a des polices municipales dans les 17 communes. Les agents sont assermentés, donc ils peuvent commencer maintenant à mettre des
procès-verbaux et ils commencent à le faire. Certains. Donc c'est très très important aussi de verbaliser à un moment donné. À un moment donné, on peut comprendre que quand les gens ne savent pas, on peut comprendre qu'ils ont besoin d'être mieux informés pour savoir comment faire. Passer un certain temps, quand ils n'y arrivent pas assez vite ou qu'il y a des comportements vraiment inciviques, un petit procès-verbal, ça aide à dire qu'on laisse pas son tas de gravats dans la rivière, par exemple. Alors, Zaïdou revient dans son SMS, il dit il faut aussi, à travers ce baromètre, de peut-être rivaliser les communes. On aura beaucoup plus la chance d'avoir des communes qui vont s'activer, parce que si tu te retrouves à chaque fois dernier et qu'il y a un classement entre communes, ça va inciter les communes à réagir, les habitants à avoir honte et à changer leur mentalité. Mais votre auditeur a une très très bonne idée que je n'avais pas, et peut-être qu'effectivement un petit classement par commune pourrait être intéressant. Effectivement, en plus on a les données. Donc on peut le faire. Jusqu'à présent, c'est vrai qu'on l'a pas fait. C'est une excellente idée que je retiens. Voilà, parce qu'il dit que des fois, à travers la compétition, les gens ne veulent pas être derniers, forcément. Bien sûr. C'est l'image de la commune qui est en jeu. Bonsoir. Oui, alors bonsoir. Oui, on vous écoute, monsieur. En fait, ce que je voulais dire, c'est que pour les recyclages des déchets, là, tout ça, je pense que c'est un problème très, 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 très dangereux déjà. Et pour résoudre ce problème, il faut regarder les choses dès le début. En fait, est-ce que vous êtes là? Vous m'écoutez? Oui, on vous écoute. En fait, le problème, ça vient de très, 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 très loin. C'est que c'est le système qui a engendré tous ces problèmes. Parce que c'est le système capitaliste, en fait. Parce que moi, j'ai vécu en France pendant 3 ans. Oui. Pendant certaines années. J'ai vu ce qui s'est passé là-bas. J'ai vu comment les gens ils travaillent, comment les gens ils traitent leurs déchets électroménagers. Oui. Et tout ce qui est domaine électroménager et climatiseur. Comme je vous parle dans ce domaine, c'est parce que c'est ça que j'ai étudié un peu. J'ai fait des stages là-dessus, j'ai fait des formations là-dessus. Donc, j'ai été en France, j'ai vu que, en fait, les gens là-bas, il y a certaines machines qu'ils avaient qui duraient 20 ans. Si vous comprenez. Donc, les anciennes machines qu'on fabriquait, les machines à laver, les frigos, les climatiseurs, les anciens, il y a des appareils qui duraient 20 ans. Parce qu'un jour, je suis allé chez un particulier, chez un vieux, et en fait, on réparait un climatiseur. Et il nous a dit que ce climatiseur et son lave-linge, ça fait 20 ans qu'ils l'ont acheté. Mais chaque fois qu'ils sont tombés en panne, on le réparait, on trouvait des pièces détachées. Mais maintenant, ce que le système il fait, les commerces, en fait, c'est pour faire tourner le commerce, je pense, les gens, ils achètent des trucs fabriqués. Oui. Ces trucs-là, ces appareils-là sont jetables. C'est ce que moi je pense. Parce que maintenant, on fabrique des machines à laver. Lorsque ces machines à laver ils tombent en panne, pour trouver une pièce détachée et réparer cette machine, déjà, c'est difficile. Donc, tu es obligé de jeter. Tu es obligé de jeter. Sinon, si tu veux réparer, c'est que des fois, on trouve que ça coûte trop cher parce que la machine, maintenant, il a baissé le prix. Il coûte à peu près dans les 500 €. Disons 500 ou même pas. Du coup, pour dépanner une machine que tu as achetée, par exemple, à 200 € ou à 300 €, tu vas mettre 100 € ou 150 € pour réparer la machine, les gens préfèrent jeter. Voilà. Donc, moi, je pense que le problème, ça vient de là. Parce que le système a changé. Les gens, ils veulent fabriquer des trucs pour juste faire tourner leur commerce. Mais après, ils ont oublié le plus important. Parce que le plus important, c'est la vie, c'est la planète. Tout à fait. Il y a plein des appareils qui sont dehors, qu'on jette partout dans la nature. Parce que moi, souvent, je fais des randonnées, je visite un peu l'île là partout. Même je vais dans les campagnes, je vois les gens, ils jettent en pleine forêt. Tu trouves des appareils, des climatiseurs, des frigidaires, tout on jette comme ça parce qu'ils n'ont pas d'endroit pour jeter. Et voilà, ça bousille la nature, c'est malheureux. Moi, ce que je voulais dire, oui, c'est que il faut savoir que,
rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, il faut prendre cette phrase-là et faire de cette phrase une base pour recycler tous les ordures, que ce soit électroménager, que ce soit ordures de la médecine, tout. Parce que si on continue comme ça, dans quelques années, Maïs va devenir une très, très, très grande poubelle. Donc, il faut, comme j'ai déjà entendu là, que vous avez des projets, il y a des gens qui font des projets pour recycler ou pour D'ailleurs, on les incite, c'est ce qu'on n'a pas arrêté de dire tout à l'heure, c'est qu'on incite les gens qui nous écoutent à aller monter des projets, justement pour recycler. Ça pourrait être vraiment des beaux projets, source de revenus, et aussi. Ça pourrait être le projet de leur rêve, comme a dit Anne-Constance tout à l'heure. C'est des bons projets, mais des fois on nous dit que y a pas, ton projet là, il n'y a pas de sous, ou des fois on nous dit que est-ce que tu as les formations nécessaires pour faire ce projet? Attends, mais il y a des trucs, même pour aller trier des ordures. Oui. Oui, on vous écoute. Des fois, il y a des limites parce que il y a les gens qui, par exemple, qui veulent pas travailler pour aller trier des ordures ou pour aller travailler dans les déchets, et toi, tu veux lui dire, il faut que tu aies un diplôme pour venir faire le tri des ordures électroménagères. Mais attends, on comprend pas. En France, il n'y a pas besoin de diplôme pour faire le tri des déchets électroménagers. Pourtant, ils font leur tri. Il y a des entreprises qui font ça, et ces gens-là, ils n'ont pas besoin de diplôme pour trier. On a besoin de diplôme pour réparer. Je ne sais pas si vous comprenez. Pour réparer, pour installer, là, il faut une formation. Mais pour aller prendre des déchets et les jeter ou les trier, il n'y a pas besoin de diplôme. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous, monsieur, parce que quand vous allez chercher des déchets, quand vous collectez des déchets, vous êtes confronté à quelquefois des déchets dangereux, vous êtes mis dans des situations qui mettent en danger votre intégrité physique, puisque vous êtes amené à soulever des charges, à manipuler des choses dangereuses, et au contraire, je pense que les agents qui sont en contact avec ces déchets doivent être parfaitement informés, capables de repérer ce qui est un déchet dangereux de ce qui ne l'est pas. Ils doivent être en capacité de se protéger également eux-mêmes, et que ça nécessite un diplôme, une formation. Alors si c'est pas un diplôme, c'est au moins des journées de formation pour protéger chaque personne qui travaille. Collecter des déchets, c'est un travail extrêmement difficile. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé les agents du CIDEVAM travailler, les agents de Star Mayotte ou les agents d'Enzo Technique Recyclage. Le travail n'est pas simple tous les jours, et être formé, sensibilisé, c'est aussi un gage pour ces personnes d'un déroulé de carrière professionnelle. Et voilà. Et Pôle emploi d'ailleurs investit chaque année dans des formations à destination de celles et ceux qui voudraient embrasser une carrière dans le secteur de l'environnement, y compris dans la collecte, qui est un métier important au service des citoyens. Oui, ça je suis d'accord, pour une formation, mais pas pour une diplôme. Parce que je sais pas, il n'y a pas une diplôme. Si, il y a un diplôme. Il y a un diplôme qui existe, un diplôme qui sert il s'appelle titre professionnel de niveau 5, agent technique de déchetterie, et qui donne un diplôme reconnu par l'État à toutes celles et à tous ceux qui veulent travailler, certes en déchetterie, mais également en collecte dans les entreprises qui font de la collecte, et également dans les entreprises privées pour les magasiniers, ou toutes celles et tous ceux qui sont en contact et qui manipulent du déchet, pour savoir
savoir les trier, pour savoir organiser les flux de déchets au mieux. Si, il y a un diplôme qui existe et qui est d'ailleurs proposé à Mayotte en formation. Le diplôme se passe à Mayotte et il y a déjà eu des personnes qui ont bénéficié de ce diplôme et qui, munis de ce diplôme, ont pu partir en métropole et pour poursuivre leur formation ou leur carrière. Donc si, des diplômes existent et il faut encourager les plus jeunes à avoir un diplôme, même pour aller dans ces secteurs de l'environnement. C'est la clé pour avoir un déroulé de carrière et pour pouvoir commencer, je sais pas, à 18 ou 20 ans dans la collecte et terminer à 50 ans comme agent de maîtrise dans ce secteur d'activité. Donc il faut pousser les gens à avoir un diplôme. C'est nécessaire et indispensable pour l'avenir. Je suis d'accord, mais en fait, il faut regarder les choses comme elles sont. Pour l'instant, en fait, Maïs, c'est une gigantesque poubelle. Excuse-moi. Pour l'instant, Maïs, c'est une gigantesque poubelle. Non. Qu'il faut faire. Pour l'instant, il faut aller de l'avant. Oui. Il faut embaucher les jeunes, il faut les inciter, il faut proposer à ce qu'on ait des projets, des projets qui poussent les gens à récupérer, par exemple, quelqu'un qui se spécialise. Moi, par exemple, je dis, quelqu'un, il va dire, moi, je me spécialise, je récupère tout ce qui est cuivre. Oui. Les cuivres, le cuivre, c'est de l'argent. Hein. Bien sûr. Moi, je vois les gens. Attends. Les gens, ils savent pas que le cuivre, c'est de l'argent. Ça coûte très cher. Tu traînes dehors, tu vois les gens, ils jettent des clims, des fils, des câblages, des câbles. Si, par exemple, quelqu'un se spécialise, moi, je me dis, je me spécialise sur le cuivre. Quelqu'un a du cuivre à jeter, vous m'amenez. Et cette personne récupère toutes les cuivres de Mayotte. Après, il les englobe. Après, il les envoie. Il va le vendre chez quelqu'un pour que ça soit recyclé, transformé en autre chose. Mais souvent, donc, vous êtes preneur. On l'a compris. Mais souvent, personne ne ose dire que moi, je vais engager à faire ça. Du coup, il y a plein de trucs qui traînent dehors. Merci en tout cas. Personne ne ose et ceux qui osent faire, il y en a et ceux qui sont là pour critiquer, pour casser le projet. Du coup, il y a plein de trucs qui sont jetés. Je pense que c'est urgent. Pour l'instant, il faut qu'il y ait des gens qui ramassent ça. Voilà. Merci beaucoup. Plus tard, le diplôme, ça viendra après. Merci beaucoup en tout cas pour votre intervention. Oui, alors, par rapport justement, pour reprendre l'exemple, moi j'insiste beaucoup, la formation, et notamment des plus jeunes, c'est extrêmement important. Oui, votre auditeur a raison, le cuivre, ça a de la valeur. Mais on ramasse jamais le cuivre dans un pot de fleurs. Hein. On ramasse le cuivre dans un tas de déchets. Et celui qui ramasse le cuivre, il doit savoir aussi protéger sa santé. Et il doit être en capacité de détecter le risque pour lui et le risque pour la matière au moment où il la collecte. Par exemple, le cuivre contenu dans les batteries est dangereux pour la santé humaine. Donc, se dire, je vais me lancer dans une grande collecte de batteries pour récupérer les câbles de cuivre, c'est une erreur quand on ne sait pas protéger sa santé. Et après, vous pourriez me dire, oh, mais c'est pas grave, on va le faire, et puis c'est pas bien grave, on met des gants. Mais les matières qui sont contenues dans les batteries, elles sont dangereuses pour l'environnement. Donc, il est extrêmement important d'être au contraire formé pour pouvoir faire le travail dans le respect de l'environnement et dans le respect de la santé humaine. C'est très important. Et vous êtes en ligne avec nous, bonsoir. Bonsoir. Oui. Oui, je souhaiterais intervenir justement. Oui. Je prends l'émission en cours, je ne sais pas si ça a déjà été abordé, mais lorsqu'on a des communes qui sont défaillantes au niveau environnemental, quelle pression peut exercer les citoyens au niveau de la commune? Je vous prends un exemple de Chiconi par exemple, où vous avez le front de mer qui est il y a une poubelle à ciel ouvert qui est là depuis des mois et des mois. Il y a des jeunes qui ont pris l'initiative de nettoyer tous ces déchets de la mer et de les remonter à la surface. Et la commune est incapable de dégager ces déchets qui sont là, qui restent là, qui jalonnent. Et on a des soi-disant responsables au niveau de la mairie qui sont incapables de faire quoi que ce soit. Quelle solution et quelle pression peut exercer les habitants au niveau environnemental ce sujet-là? D'accord.
Alors, de manière très très simple, monsieur, vos élus à Chiconi sont assez responsables déjà, mais les communes n'ont plus la compétence déchets. Donc, ce ne sont pas les communes qui sont responsables de ramasser les déchets. La commune est responsable de la propreté urbaine, donc c'est-à-dire la propreté des voiries. Alors, je ne sais pas de quels déchets, en l'occurrence, il est question. Comme ça, j'aurais pu vous dire vers qui vous orienter. C'est essentiellement de l'électroménager à l'heure actuelle, mais vous avez également des pneus, vous avez des déchets, enfin tout ce qui se trouve dans la mer qu'on peut trouver au niveau de la mer, ça jalonne le front de mer de Chiconi. Donc c'est bien ça. La commune de Chiconi, vos élus communaux ne sont pas en charge de la gestion des déchets. Cette compétence a été transférée au CIDEVAM, et pour ce qui est des déchets électroniques, la responsabilité, l'un de vos auditeurs en parlait tout à l'heure, repose sur l'éco-organisme qui est en charge de ce flux, en l'occurrence Écosystème. Vos élus communaux, je pense, aimeraient pouvoir enlever ces déchets s'ils en avaient la possibilité, parce que je pense que si certains d'entre eux vous écoutent ce soir, ils doivent bouillir au fond de leur salon en vous écoutant, parce qu'ils ne sont plus responsables de la gestion des déchets. Ils ont transféré leurs compétences à d'autres et ils ne peuvent malheureusement rien faire, même si ça les énerve sûrement autant que vous. D'accord. Bon. Merci à vous. Merci monsieur. Infiniment d'avoir pu poser vos questions. 60 01 01. Et oui, les auditeurs sont là comme à l'accoutumée. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Oui, bonsoir, Maître Pomer. Bonsoir à l'invité d'honneur qui est là ce soir. Oui. Bonsoir, monsieur. Oui, excuse-moi. Bon, moi, je parle bien le français, mais je vais essayer. Oui, allez-y. Ouais. Moi, ma question, c'est à propos de l'information qu'elle a parlé là tout à l'heure. Oui. Bon, du coup, si vraiment elle peut m'aider d'avoir un genre d'information comme ça, bon, ça me plaît beaucoup parce que moi, je travaille dans une agence d'intérim. Oui. Et bon, du coup, je travaille pas mal des choses comme ça. Mm-hmm. Comme chez Star, bon, chez Alonso Recyclage, bon, ça me plaît beaucoup pour passer cette information-là, si peut me dire là où je peux me renseigner. D'accord. Eh ben, je sais pas où vous habitez, monsieur, mais sachez, j'en ai eu la confirmation la semaine dernière, que Pôle emploi va lancer dans les prochains jours une formation, un titre professionnel agent technique de déchetterie qu'Incidence va animer, et vous passerez, si vous nous rejoignez, le diplôme à nos côtés. Et je vous invite donc à prendre contact avec nous dès demain. On prendra vos coordonnées et on vous inscrira dans cette formation qui commencera dans les prochaines semaines en lien avec Pôle emploi et Opcalia. Au contraire, on a besoin de gens motivés. En plus, vous disiez que vous aviez déjà une expérience auprès d'Enzo Technique Recyclage et auprès de Star, donc c'est parfait. Vous réussirez sans difficulté. Donc je vous invite dès demain à vous rapprocher de nous à Mamoudzou. Donc je peux vous donner le numéro de téléphone si vous voulez. Vous appelez demain, vous dites qu'on a parlé ensemble ce soir à l'émission de radio, et celui ou celle qui vous accueillera sera informé et prendra vos coordonnées avec soin. Voilà, notre auditeur nous a rejoint. Bonsoir. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. J'appelle parce que là, j'ai une question à vous poser. Oui, allez-y. Ce matin, j'attends vous parler que des déchets, des papiers, des trucs. Mais j'ai jamais entendu parler des bouchons. Des quoi? Oui, des bouchons des bouteilles. Des bouchons de bouteilles. Quand j'étais à la plage, je ne vais pas souvent, mais ça m'arrive. Quand je vais là-bas, moi, j'ai ramassé des bouchons. Du coup, j'ai plein de bouchons chez moi. Et je ne sais pas comment faire les bouchons. Eh ben, vous les mettez... Il y a 2 mois de ça, je partais en France. J'étais obligée d'amener les bouchons dans ma valise pour ramener en France. C'est dommage. Ici, à Mayotte, j'ai jamais entendu parler des bouchons. Je ne sais pas où est-ce qu'il faut aller déposer les bouchons. Et pourtant, les bouchons sont très importants aussi.
Alors vous pouvez mettre les bouchons dans les trios. Je ne sais pas dans quelle commune vous habitez, mais il y a forcément un trio dans votre commune et vous pouvez déposer les bouchons dans le trio qui collecte les bouteilles en plastique. Voilà. Donc les bouchons sont repris à Mayotte, pas besoin de les emmener en métropole, parce que le bilan carbone du coup du bouchon recyclé n'est pas très bon. Donc vous pouvez les positionner dans le trio de votre commune ou de votre quartier. Je sais pas où vous habitez encore une fois, mais il y en a partout. Moi j'habite à Cavani. Et ben à Cavani, vous avez des trios près du stade, je crois, de mémoire, sur le rond-point là, près du stade de Cavani. Donc vous pouvez déposer vos bouchons dans le contenant approprié. Ah d'accord, je savais pas parce que moi chaque fois je demande aux gens mais vous faites quoi avec les bouchons? Les gens ils me disent mais vous aussi vous faites quoi avec les bouchons? Quand j'explique que les bouchons c'est pour faire les ambulateurs, les fauteuils roulants et les machins tout ça, eh ben les gens ils rigolent sur moi. Non, ils ont raison. Enfin, ils ont tort. Moi, j'étais les bouchons. Du coup, là maintenant, j'ai appris qu'il faut le mettre dans le truc, donc du coup, je vais le mettre. Voilà. Et ils seront recyclés. D'ailleurs, n'enlevez pas quand vous mettez au trio vos bouteilles en plastique. N'enlevez pas les bouchons. Vous laissez le bouchon sur la bouteille et vous mettez la bouteille dans le contenant. Moi, je garde pas les bouteilles, je garde que les bouchons. Ah mais comme je vous dis là, j'ai 2 seaux remplis de bouchons. Mais ça, on peut faire des œuvres d'art aussi. Aussi, on peut faire des œuvres d'art ou des ateliers avec ses enfants. Mais je vous invite, madame, à remettre également dans le trio les bouteilles qui accompagnent les bouchons, parce que elles permettent, toutes les bouteilles, permettent de refabriquer de nouvelles bouteilles qui vont servir demain à contenir à nouveau du coca, du jus de fruits ou tout simplement de l'eau ou des bouteilles de shampoing. Donc surtout, mettez bien les bouchons avec les bouteilles et sachez que les bouteilles à Mayotte, elles sont à 100% réintroduites dans l'industrie du plastique et servent à fabriquer d'autres matières en plastique. D'accord. Ok, c'est tout. Ah, merci beaucoup en tout cas pour votre intervention. Oui? Allô? Oui, c'est moi, je suis retourné. En fait, c'est le numéro, je sais pas. Il n'a pas me donné le numéro. C'est moi qui ai appelé là tout à l'heure. Alors, vous pouvez appeler demain au 02 69 60 42 01 60 42 01. Et vous demandez Zariante de ma part. Zariante, ok. Voilà. En fait, moi, je suis déjà inscrit sur Pôle emploi. C'est parfait. Si vous êtes déjà inscrit à Pôle emploi, ça sera encore plus simple, monsieur, et on sera ravis de vous avoir dans la formation. J'ai déjà passé une formation avec Opkaya, une formation de remise à niveau. Bon, c'est fait, c'est parfait. Parfait, monsieur, on vous attend. Okay. D'accord, merci, au revoir. Au revoir. Bonsoir. Ah, voilà, jeune motivé. Exactement. Qui a envie, il faut l'aider. Voilà, donc il nous reste plus que quelques minutes. Nous avons pas mal aussi de messages que nous allons lire au 69 67 67, notamment Ali nous dit de toute façon on a ainsi balayé, mais je pense que il faut surtout insister, même si les résultats d'année en année vous estimez que les Maoris sont exigeants, je pense qu'il reste que vous puissiez insister auprès des élus pour que les choses changent, que le ramassage soit fait en bonne et due forme et que les gens puissent avoir vraiment le planning adapté des ramassages. Je pense que si on a ces deux éléments-là, on pourra ainsi avancer. Absolument, votre auditeur a parfaitement raison. Voilà. Et puis, message de Kanisa. Kanisa nous dit, ça a été vraiment une excellente émission. J'ai juste envie de demander aussi, quelle relation vous avez avec les associations environnementales, par exemple? Alors, on est très proche des naturalistes et de Mayotte Nature Environnement. On partage plein de convictions en commun. Donc, dès qu'ils nous sollicitent ou dès qu'on les sollicite, le partenariat se met en place. On travaille également avec une association formidable qui est à Mkombani et qui est l'association de football de Mkombani, qui est présidée par un jeune homme extrêmement motivé
qui s'appelle Ibrahim Hassani et qu'on accompagne dans ses projets. D'ailleurs, on se voit demain puisqu'il a un projet de sensibilisation et d'entretien du stade de foot sur lequel il pratique avec ses adhérents son activité. Donc on répond toujours présent quand on nous sollicite pour accompagner d'un point de vue technique ou logistique les projets des associations quand ils nous paraissent respectueux de l'environnement. Et donc, Bénédicte qui dit il faut vraiment retenir ça, Madame Onguena, si vous voulez que les choses changent et que si on veut faire plier ces élus-là, il faut mettre les communes en compétition. Ça va être une très très bonne chose parce que quand on verra à chaque fois sa commune dernier ou dernier comme ici on le dit, les habitants ne seront pas contents. Vous verrez à quel point les gens voudront changer à tout prix cette image. Ce serait une bonne chose. C'est une excellente idée que je retiens. Je l'avais pas et merci. Voilà, et puis quand même rappeler le planning déjà incidence.fr pour l'enquête. Mais aussi le planning. Alors le questionnaire est en ligne depuis une semaine maintenant sur incidence.fr, insidens.fr. À droite, vous avez une petite bannière, vous cliquez dessus et vous avez accès au questionnaire en français et en shimaoré. On peut répondre derrière un ordinateur, derrière une tablette ou derrière un téléphone portable. Une seule liste. Ah oui, vous choisissez soit en français, soit en shimaoré, l'un ou l'autre. On peut pas changer en cours de questionnaire entre l'un et l'autre. Donc si on est plus à l'aise avec le shimaoré, on le fait en shimaoré. Si on est hyper à l'aise avec le français, on le fait en français. Pour nous, c'est exactement la même chose. Notre équipe, elle parle français, elle parle shimaoré, donc pour nous, c'est facile dans l'une ou dans l'autre des deux langues. Donc, on peut répondre sur un ordinateur, sur une tablette ou juste sur le téléphone portable. Pas de problème, le questionnaire est configuré pour. À partir du mois de mai, on sera dans les rues de Mayotte, dans les 17 communes, mais on vous demandera, si vous le voulez bien, d'informer vos auditeurs du planning précis avec les jours précis dans lesquels on sera dans les rues, et là on se trouvera dans les centres-villes, à proximité des marchés ou à proximité des écoles, pour que tous les habitants qu'on ne touche pas via internet puissent avoir la chance de répondre au questionnaire. Pendant l'été, on va dépouiller, et puis en septembre les résultats seront connus. Prochain. Exactement, oui, parce que on fait d'habitude ils tombent en juin. Bon, l'année dernière il y avait les émeutes, donc c'était pas très simple, mais normalement les résultats tombent en juin, mais comme là cette année on va consolider 5 années en une, on se donne un petit peu plus de temps pour être réaliste dans l'analyse, et on prévoit de revenir avec les résultats vers les habitants au mois de septembre. Voilà. Dernière question de Safina. Safina dit aujourd'hui, on a parlé des déchets, mais il y a des endroits, notamment un peu plus éloignés, où il y a les bangas, où il y a l'impossibilité pour les camions d'y arriver. Il n'y a pas de poubelle. Est-ce que c'est tabou? C'est quelque chose qui est noté à travers cette enquête aussi? Alors, à travers l'enquête, non, on voit pas les difficultés spécifiques que souligne votre auditrice, mais qui sont parfaitement réelles. La collecte aujourd'hui des ordures ménagères dans les quartiers dits informels est un véritable problème. C'est un véritable problème pour deux raisons. La première raison, c'est l'accès. Comme le disait votre auditrice, les camions n'y accèdent pas. Et puis c'est un deuxième problème parce que souvent les habitants ont un peu peur ou s'en fichent un peu, je sais pas. Mais en tout cas, déposent mal leurs déchets, les abandonnent n'importe où. Souvent les enfants qui viennent jusqu'au point de regroupement, mais les enfants sont trop petits pour mettre les sacs quelquefois un peu lourds dans les poubelles. Donc ils sont laissés là en tas. Là-dessus, les poules, les chèvres, les chiens errants, les chats font leur œuvre. Et quand arrive le camion de collecte au point de regroupement, le lendemain, c'est souvent
c'est ingérable en fait. C'est très très difficile. Toutes les communes en ont bien conscience. Le CIDEVAM en a bien conscience aussi. Et je crois que pour l'instant, aucune bonne solution n'a pu encore être mise en œuvre pour collecter dans ces quartiers. Mais c'est quelque chose qui les préoccupe beaucoup. Ah oui. On parlait tout à l'heure de l'abattoir. À la Vigie, le CIDEVAM a mis en place de nombreuses expérimentations, y compris avec des associations du village pour essayer d'améliorer les choses. Mais pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas encore vraiment, réellement, de bonnes solutions qui a pu être trouvée. Mais est-ce que c'est aussi une population qui est sensibilisée, par exemple? C'est une population qui est très difficile d'accès, en fait, parce qu'ils ont peur, parce que quand vous vous baladez dans les rues, ils n'ont pas très envie qu'on vienne leur parler. Donc c'est compliqué. Et puis il y a un autre problème, c'est le nombre. C'est-à-dire que vous prévoyez un service public de la collecte pour un nombre d'habitants dont vous ne connaissez pas le nombre exact. Donc c'est difficile de dimensionner des contenants pour un volume d'habitants que vous ne connaissez pas. De manière générale, si ce sont les enfants qui viennent déposer les ordures ménagères au point de regroupement, aucun contenant, aucun outil de collecte existant aux normes n'est adapté pour des enfants de 5 ans. Il faut les outils de collecte, ils sont adaptés pour des adultes qui font 1m50. Vous voyez, donc quand on fait moins d'1 mètre, on n'accède pas au contenant à hauteur pour mettre le bac à l'intérieur. Puis souvent le sac est trop lourd. Donc aujourd'hui, toutes les communes ont véritablement conscience du fait que ça pose un vrai problème. Je reprends l'exemple de Mamoudzou. Je pense en face de Disma. On avait changé les contenants, on avait mis des contenants plus hauts qui proposaient plus de conteneurisation, mais les enfants n'arrivaient pas à les utiliser. Donc on les a enlevés puis on a remis des poubelles classiques. C'est pas propre, mais c'est moins pire. Donc c'est une vraie difficulté qui sera résolue probablement dans les prochaines années, mais là la prise de conscience est réelle. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur incidence.fr. Incidence.fr, en français, en shimaoré, depuis n'importe quel outil connecté à Internet, on peut répondre. Voilà, et puis le planning des communes qu'on ne manquera pas de communiquer prochainement. Merci beaucoup. Voilà.